Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous réunir autour de ce webinaire consacré à la pédagogie Montessori et plus particulièrement à la façon de mettre en place cette pédagogie dans votre classe. Je suis Virginie Carré, directrice éditoriale du matériel éducatif et de l'aménagement de la classe pour la maternelle chez Nathan. Et je vais très vite laisser la parole à Marguerite Morin, autrice de l'ouvrage Montessori à l'école maternelle, pourquoi et comment réinventer sa pratique, et conseillère de notre collection Montessori par Nathan. Juste avant de commencer, j'ai quelques petits détails techniques. Ce webinaire va durer 1 heure. À la fin du webinaire, Marguerite pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Et vous avez sur le côté droit de votre écran un onglet « Questions » dans lequel vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Je voulais aussi vous dire que ce webinaire est enregistré et dès demain, vous aurez un lien pour le revoir en replay. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. Et je vais laisser la parole à Marguerite. Donc, Marguerite, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir cet après-midi pour ce moment de partage autour de comment et pourquoi mettre en place la pédagogie Montessori dans votre classe. Donc, je vais devoir commencer par une petite présentation et puis rentrer très vite ensuite dans le vif du sujet. Alors, je suis donc Marguerite Morin, je suis professeure des écoles depuis 2004 et j'ai expérimenté la mise en place de la pédagogie Montessori en l'adaptant au programme de l'éducation nationale pendant 8 ans dans ma classe. Et j'ai été maître formatrice au sein de l'éducation nationale à la suite de mon CAFIPEMF, etc. Et je dirige un centre de formation pour former les enseignants à la pédagogie Montessori adaptée aux exigences de l'éducation nationale. D'autre part, je suis responsable du DU Pédagogie active à Paris et j'ai écrit de nombreux ouvrages en lien avec la mise en adéquation de la pédagogie Montessori et des programmes de l'éducation nationale. Je collabore également avec les éditions Nathan pour développer et démocratiser du matériel afin de le rendre le plus accessible possible. Alors, le programme du jour est un petit peu chargé, comme tous les webinaires. Donc, on va d'abord aller rapidement revoir quels sont les grands principes de la philosophie et de la pédagogie de Maria Montessori, parce qu'on ne peut pas trop parler d'elle sans savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Puis, on ira rapidement dans pourquoi, quels sont les avantages, quels sont les intérêts pour la mettre en place dans sa classe. Enfin, comment concrètement on peut la mettre en place pour que cela fonctionne, quelles sont les étapes, quels sont les outils qui vont être nécessaires. Et ensuite, il y aura donc un temps de questions-réponses. Donc, qu'est-ce que la pédagogie Montessori? On rentre directement dans le vif du sujet. La pédagogie Montessori a donc été créée par Maria Montessori au siècle dernier. Il faut savoir qu'au départ, Maria Montessori n'est absolument pas une pédagogue. Elle est médecin, c'est une des premières femmes médecins d'Italie. C'est donc une grande scientifique. Et quand on met en place la pédagogie Montessori dans sa classe, on va voir qu'il est nécessaire d'avoir cette démarche scientifique, on va y revenir, c'est-à-dire vraiment une approche qui n'est pas une approche de pédagogue à proprement parler, mais une approche de scientifique face à chaque élève présent dans la classe. L'autre grand point important de Maria Montessori, c'est qu'elle a développé ce matériel au départ pour des enfants avec des grands retards d'apprentissage, des enfants handicapés, en utilisant le matériel de Itard et Seguin, qui étaient eux des pédagogues français, pour vraiment permettre à ces enfants-là de se développer, puisqu'elle était en charge des enfants handicapés. Puis, elle l'a ensuite transposé sur les enfants dits normaux, afin de leur permettre à eux aussi de se développer. Donc, c'est vraiment un processus qui a été fait, non pas directement pour les enfants, mais bien au départ comme remédiation et ensuite qui a été diffusé au plus grand nombre. L'autre grande particularité de Maria Montessori, c'est qu'elle a vécu les deux guerres mondiales. Et du coup, elle a vraiment comme projet, comme philosophie, comme arrière-fond du développement de cette pédagogie, l'envie et le besoin de préparer les hommes et les femmes de demain à vivre dans une société de paix. Donc, tout l'engagement, tout ce qui va être fait est vraiment pour
recréer une micro-société pour permettre ce savoir-vivre ensemble, pour développer l'estime de soi et non pas la concurrence. Et on va voir quels sont les outils pour ça, pour permettre aux élèves de s'épanouir, de se développer, de leur plein potentiel, tout en respectant les autres. Donc, c'est vraiment un choix sociétal, une philosophie qui a cette vision-là, donc qui a un esprit scientifique et qui a à la fois une vision extrêmement bienveillante vis-à-vis de l'enfant et la volonté de bâtir une société de paix. L'autre grande particularité de Maria Montessori, c'est qu'elle a été une des premières à créer des écoles pour les enseignants, en pensant que pour être en capacité de s'occuper des enfants, il était nécessaire de dégager les enseignants, qu'elle appelle les éducateurs, d'un grand nombre de préjugés. Parce qu'on va voir que très souvent, en fait, c'est notre vision à nous en tant qu'adultes et notre regard à nous adultomorphistes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un regard d'adulte sur l'enfant, qui vient perturber les potentialités et le développement de l'enfant. Et donc, elle va faire tout un travail pour apprendre à changer sa posture, son regard sur l'enfant, pour vraiment être dans un accompagnement de l'enfant avec une prise en compte de lui, ses particularités, qui n'est pas un adulte en miniature, qui est bien une personne à part entière pour autant. Donc voilà cette présentation extrêmement rapide de la pédagogie et de qui est en tout cas Maria Montessori et de ses grandes idées. Les grands principes qui en découlent, c'est que chaque enfant peut être éduqué et civilisé. Ce qui veut dire que pour nous, enseignants, quand on va mettre en place cette pédagogie dans nos classes, on va vraiment être plus du tout embêté par la gestion de l'hétérogénéité, ce qui est quand même un facteur difficile à prendre en compte quand on fait les classes, ni par l'inclusion scolaire. Dans le sens où, puisqu'on va personnaliser les apprentissages, on va vraiment être dans du cas par cas, dans la prise en compte de chaque élève là où il en est, de ses difficultés, de son mode de fonctionnement, etc. Et donc, ça va vraiment être, on va plutôt rechercher l'hétérogénéité que ce qu'on peut chercher avant, c'est-à-dire faire avancer le groupe classe le plus uni possible et le plus en synchronie possible. Voilà un des grands principes. Un autre de ces grands principes, ce que je vous disais juste avant, c'est que c'est une base et un regard extrêmement scientifique sur l'enfant. Donc, ça va modifier notre rapport à l'évaluation et notre regard sur l'enfant. On va vraiment avoir besoin de s'octroyer des temps d'observation, comme un scientifique le ferait dans un laboratoire, pour déterminer quelle est la zone proximale de développement de cet enfant-là, quelle est sa façon d'apprendre, quel est son mode d'apprentissage, quelle est sa période sensible, c'est-à-dire son intérêt du moment. Et à partir de toutes ces informations-là, on va être en capacité de cibler quelle est l'activité qui va être la plus efficace et la plus efficiente pour permettre son développement optimal. Donc, c'est vraiment cette recherche, ce regard scientifique-là qui est aussi une petite nouveauté ou en tout cas quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement quand on est enseignant. L'adulte devient donc, dans cette pédagogie-là, accompagnateur de l'enfant. Ce n'est pas l'adulte qui va venir structurer à 100% les apprentissages de l'enfant. On va mettre en place un contexte, on va mettre en place des activités, on va nous être là en tant qu'adultes, bien sûr pour faire respecter le cadre, bien sûr pour donner les présentations, c'est-à-dire pour faire des leçons personnalisées, mais c'est bien l'enfant qui, lui, va s'investir pour son propre développement, pour son propre apprentissage. Et du coup, on va arrêter de tirer les enfants pour qu'ils aient envie d'apprendre. On va arrêter de mettre en place des tas de situations ludiques qui vont venir le leurrer sur le fait que apprendre, c'est rigolo. On va en fait mettre en place des activités où réellement apprendre pour lui va être un besoin, va être une nécessité et où il va mettre toute son énergie, tout son élan et toute sa concentration. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller rechercher. Et pour ça, on va utiliser des activités spécifiques, un cadre spécifique qu'on va développer juste après. Enfin, le dernier grand point, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est ce projet sociétal, c'est cette envie d'aller vers une société plus égalitaire, une société de partage et de vraiment considérer l'éducation non pas comme un apprentissage purement cognitif, mais vraiment comme une aide à la vie. Et ce qui veut dire que chaque décision qu'on va prendre en tant qu'enseignant dans une classe, quand on met en place la pédagogie Montessori, c'est vraiment est-ce que de lui faire cette activité ou de prendre telle ou telle décision pour lui, est-ce que c'est une aide à sa vie?
Si la réponse est oui, on l'apprend. Si la réponse est non, on ne va pas l'apprendre. C'est vraiment, on va aller chercher qu'est-ce qui est nécessaire pour chaque enfant dans la classe. L'autre grand point, et ce qui explique pourquoi la pédagogie Montessori revient depuis quelques années sur le devant de la scène, c'est parce que toutes les intuitions qu'a pu avoir Maria Montessori ont été révélées, ont été actées, ont été prouvées par la recherche des neurosciences. Et du coup, on sait maintenant que la construction de l'intelligence se fait à travers l'interaction des 5 sens. Plus il y a de sens en jeu dans un apprentissage, et plus l'enfant va réellement venir encoder, venir renforcer ses connexions neuronales, ses synapses, et ce qui fait que l'apprentissage sera plus profond, plus durable et solide pour l'avenir. Donc, dans l'approche de la pédagogie Maria Montessori, on utilise un grand nombre de sens pour l'apprentissage. On va utiliser bien sûr la vue, bien sûr l'ouïe, bien sûr la parole, mais on va rajouter le sens, on va rajouter les mouvements et les déplacements. Et tous ces paramètres font que l'apprentissage est renforcé. Donc ça a été prouvé par les neurosciences. L'autre chose qui a été prouvée par les neurosciences, c'est que le cerveau est extrêmement malléable. Ça s'appelle, ce que Maria Montessori avait appris, l'esprit absorbant, ce que les neuroscientifiques appellent la plasticité cérébrale. Eh bien, le fait que ce cerveau soit extrêmement modelable, va permettre de vraiment lui faire apprendre de façon concrète un très, très, très grand nombre de concepts. C'est pour ça qu'on va aller dépasser finalement les compétences attendues de base en maternelle, parce qu'on va permettre à l'enfant de rentrer en relation avec le plus grand nombre de concepts possibles pour commencer à faire toutes ces connexions synaptiques et commencer à réellement densifier ce cerveau. Il faut savoir aussi que le cerveau de l'enfant se développe de façon exponentielle jusqu'aux 5-6 ans de l'enfant. Il y a 10 fois plus de connexions neuronales dans un enfant, dans le cerveau d'un enfant autour de 5-6 ans que de connexions mondiales Internet actuellement. Donc, vous voyez que c'est un nombre de connexions qui est faramineux. Et à partir de 5-6 ans, c'est pas qu'on ne peut plus apprendre, on peut toujours apprendre, on peut toujours faire des connexions neuronales, mais on va se spécialiser. On va élaguer des connexions neuronales pour avoir plus que 3 fois plus de connexions neuronales que les connexions web actuelles, parce qu'on va se spécialiser et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle un élagage synaptique. Et donc, pour éviter cet élagage, on ne va pas l'éviter, mais pour être sûr qu'on n'élague pas ce qui est important de garder pour le fonctionnement du cerveau de l'enfant, on va être dans la répétition. Parce que plus on va répéter un même apprentissage, plus la connexion neuronale sera importante, hein, comme un petit chemin qui devient une autoroute, et l'élagage ne se fera pas sur les connexions neuronales qui ressemblent à des autoroutes, les connexions neuronales qui auront été renforcées. Donc, on va faire et mettre en place ce fonctionnement de la répétition. Donc voilà un autre des grands points de la pédagogie Montessori qui a été validé par les neurosciences. Et tout ça fait que la pédagogie Montessori actuellement est extrêmement bien vue et extrêmement bénéfique pour le développement des enfants. Maintenant, on va voir, c'est juste après, il y a encore une diapositive d'abord sur la pédagogie Montessori pure, mais qu'il va être nécessaire d'adapter cette pédagogie Montessori aux exigences des programmes de l'éducation nationale et donc de mettre en place ce que j'ai appelé une hybridation. On y revient juste après. Donc, pour résumer ces concepts clés, le premier pôle, il y a 4 pôles différents. Le premier grand pôle, évidemment, c'est l'enfant, puisque l'enfant est au cœur des apprentissages et l'enfant est même acteur de ces apprentissages. Donc, c'est vraiment ce qu'on va aller demander à l'enfant, c'est de travailler pour lui, pas pour faire plaisir à l'enseignant, pas parce que c'est la consigne, mais parce qu'il a envie de faire ce travail, parce qu'il a envie de se développer et parce que naturellement, un enfant a toujours envie d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre encore. On va utiliser pour ça son esprit absorbant. Donc, son esprit absorbant, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu juste avant, c'est le fait que l'enfant est comme une éponge. Il va absorber l'ensemble de son environnement sans effort. Il a cette plasticité cérébrale, cette plasticité neuronale qui lui permet, sans effort, que tout ce en quoi il rentre en interaction avec ses 5 sens va venir s'imprimer dans son cerveau et donc créer qui il est lui-même.
Donc, cet esprit absorbant, il est extrêmement utile pour nous enseignants parce qu'en fait, en fonction de l'environnement qu'on va créer autour de l'enfant, en fonction des stimulations qu'on va faire auprès de lui, on va être en capacité de réellement modeler son développement, modeler sa personnalité, modeler son développement intellectuel. Et il faut bien savoir que l'esprit absorbant, il va retenir ce qui est le plus souvent vu et fait, pas ce qui est le mieux pour l'enfant. Donc, c'est à nous de faire en sorte que ce qu'il fasse le plus souvent, ce qu'il répète le plus, soit ce qui est bénéfique pour son développement et son apprentissage. Une autre des grandes caractéristiques de l'enfant dans la pédagogie Montessori, c'est ces fameuses périodes sensibles. Donc, les périodes sensibles de l'enfant, elles sont au nombre de 5, voire 6, suivant les cas, et elles permettent vraiment à l'enfant d'être attiré à un moment donné par une discipline. Par exemple, la période sensible du langage, l'enfant va être extrêmement attiré par le langage, il va avoir envie de trouver les bons mots, de développer sa structure de phrase, etc. Donc, c'est des petites fenêtres qui vont nous permettre, nous, enseignants, d'accompagner l'enfant dans sa motivation profonde et de se servir de cette énergie, de cet élan naturel qu'il a pour lui proposer des activités qui vont être en lien avec son centre d'intérêt. L'autre grand point, c'est le libre choix. Alors, pourquoi le libre choix? Le libre choix, déjà, c'est un libre choix extrêmement cadré, puisque l'enfant est libre de reprendre les activités qu'il souhaite, parmi les activités qui lui ont été préalablement présentées par l'enseignant, donc dont il connaît du coup la manipulation, et à des temps donnés. Donc, c'est pas il fait ce qu'il veut quand il veut, le libre choix. C'est juste qu'en fait, à partir du moment où on choisit notre activité, on va être beaucoup plus impliqué que si on nous l'impose. Donc, juste le fait de permettre à l'enfant de choisir son activité fait qu'il va être engagé, il va se responsabiliser, il va vraiment avoir envie d'aller faire cette activité et il va la faire jusqu'au bout. Alors que si on lui impose la même activité, peut-être qu'il ne la fera pas de la même façon, avec la même envie. Vous toutes qui êtes, tous et toutes qui êtes aujourd'hui devant cette conférence, vous avez choisi d'y être, donc vous allez la regarder avec intérêt. Si on vous avait obligé à regarder cette conférence, il y en a plein qui auraient fait autre chose en même temps parce que c'est pas leur choix. À partir du moment où c'est notre choix, en fait, on s'investit plus et du coup, on va utiliser ce levier-là pour intéresser l'enfant et le responsabiliser. Et l'ensemble de ces leviers vont permettre à l'enfant de s'autodiscipliner. Dit comme ça, personne n'y croit. On se dit, c'est pas possible, un enfant tout seul, si on lui laisse faire ce qu'il veut, il va faire ce qu'il veut et il va faire n'importe quoi. Pas du tout. Déjà, en fait, on va pas laisser faire à l'enfant ce qu'il veut, mais uniquement une petite marge de liberté dans un cadre strict. Et en fait, le fait de lui permettre d'être responsable de ses activités, de lui permettre d'être en symbiose et en harmonie avec les autres, d'avoir un environnement qui est extrêmement riche, etc., va effectivement, en fait, amener l'enfant à s'autodiscipliner parce qu'il est suffisamment nourri, parce qu'il a suffisamment, on répond suffisamment à ses besoins, et du coup, il est satisfait, il est comblé, et du coup, il s'autodiscipline. Il n'est plus dans la recherche de la fuite, du refus, etc. L'autre grand point très important, c'est le pôle de l'adulte. Donc, l'adulte devient l'accompagnateur de l'enfant. On n'est plus celui qui va être le pilier central de la classe. Dans une classe Montessori, à tout moment, on peut sortir de la classe. Elle continue à fonctionner. On va voir comment et pourquoi. On est là, bien sûr, on est une pièce hyper importante de la classe puisqu'on va anticiper les présentations, on va gérer la mise en place, on va faire vivre cette ambiance, cette atmosphère, cet environnement, on va cibler les présentations en fonction de la zone proximale de développement de l'enfant, en fonction de sa période sensible, etc. Donc, on a un rôle extrêmement important. Mais on va mettre toute cette capacité, tout notre professionnalisme au service de l'accompagnement du développement de l'enfant. Notre but à nous, ça va pas être que tous les enfants, au même instant, soient en train d'apprendre la même chose au même moment. Parce qu'on sait, en tant qu'enseignant, que quand on fait même un petit groupe de 6 élèves, sur les 6 élèves, la même compétence, on va travailler la même compétence, 2 vont être intéressés, parce qu'on sera pile poil dans leur zone proximale de développement et dans leur centre d'intérêt. 2 auront déjà compris cette notion et du coup perdront leur temps. Et 2 autres ne seront pas encore à ce niveau-là et donc auront à nouveau, eux, perdu leur temps parce qu'ils n'auront pas compris et en plus auront abaissé leur estime d'eux-mêmes.
Donc, dans la pédagogie Montessori, on va vraiment être dans un mode assez économique d'énergie. On va donner juste à l'enfant ce dont il a besoin au moment où il a besoin. L'autre grande posture de l'enseignant, ça va être bien sûr la bienveillance. La bienveillance à un niveau extrêmement important. C'est pas juste l'absence de malveillance, c'est vraiment être dans une relation à l'enfant qui est une relation de partage, d'interaction. On a confiance en lui, on a confiance en ses capacités à se développer, on a confiance en sa capacité à s'autodiscipliner. Donc, on n'est pas non plus naïf, hein, on le laisse pas seul à bord, mais on est dans cette confiance-là, dans cet accompagnement-là, et bien sûr, en étant dans l'observation et en régulant dès qu'il y a besoin de réguler. L'autre grand point, c'est qu'on va respecter le rythme et le mode d'apprentissage de chaque élève. Chaque élève, on le sait, fonctionne différemment. Il y a les intelligences multiples, il y a aussi le jour. Aujourd'hui, on est plus ou moins disponible, etc. Et on va, en fait, en respectant ce rythme-là et ce mode-là d'apprentissage, en faisant donc des leçons personnalisées, on va vraiment être dans un accompagnement extrêmement précis, extrêmement fin de chaque enfant, et ce qui va permettre un développement extrêmement rapide et extrêmement grand dans ses apprentissages. Le dernier point, c'est le plus difficile, c'est de trouver l'équilibre entre ce fameux lâcher-prise qui est nécessaire, et on y reviendra, et ce cadre qui est nécessaire, et on y reviendra. Donc, trouver cet équilibre entre lâcher-prise et cadre est en permanence à revoir, parce que ça va dépendre du groupe classe qu'on a cette année, ça va dépendre du jour, de l'excitation, de l'approche des vacances, de l'approche du spectacle de fin d'année, de notre énergie à nous aussi, si la veille on n'a pas dormi parce qu'on a des enfants en bas âge et qu'on a passé la nuit à s'en occuper, on va pas être dans la même capacité de lâcher prise et de cadre qu'un autre jour. Donc voilà, donc cet équilibre-là, il est juste un équilibre entre humains, et il est nécessaire de l'équilibrer et d'en tenir compte à chaque instant. Le troisième grand pôle, c'est le pôle de l'environnement. Donc évidemment, l'environnement, c'est la classe, donc quand on est enseignant, mais pas que. Dans la classe, il y a aussi l'atmosphère, l'ambiance qu'on va mettre. Donc cet environnement, cette ambiance-là, il faut qu'elle soit extrêmement préparée. On va voir juste après que c'est un pôle extrêmement important. C'est-à-dire que pour que les enfants s'autodisciplinent, puissent apprendre à leur rythme, puissent répéter, etc., il faut que l'environnement, l'ambiance de classe soit extrêmement bien préparée. Parce que du coup, elle devient un palliatif à la place du maître ou de la maîtresse. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut préparer et comment il faut le préparer, même si ça, on y reviendra surtout lors du prochain webinaire. L'autre grand point, c'est que cet environnement-là, cette classe, elle va être organisée par aire, par domaine d'activité. C'est-à-dire que tout doit être explicite, tout doit être clair et limpide pour l'enfant, parce que la structure et l'organisation externe vient organiser la structure et l'organisation interne du cerveau de l'enfant. Donc, plus à l'extérieur, ce sera organisé et explicite, plus à l'intérieur, l'enfant va pouvoir construire ses apprentissages de façon organisée et explicite. Un autre point, c'est que cet environnement, il doit permettre le mouvement. On sait aussi, grâce aux chercheurs, que le mouvement est un grand facteur de développement de l'intelligence. Donc, on va permettre à l'enfant de se déplacer, donc pas de courir dans la classe, hein, pas de faire n'importe quoi, mais de se déplacer pour aller chercher son activité, pour revenir, de faire des grands mouvements pour faire les activités, etc. Le mouvement a vraiment une place extrêmement importante. C'est pour ça que la classe, on va l'épurer au maximum, pour ne garder que ce qui va servir à l'enfant. Vous allez voir ensuite un extrait vidéo et des photos pour y voir un peu plus clair sur cette notion-là. Mais c'est vraiment ce qu'on va aller rechercher. Une classe épurée qui permet le mouvement et qui permet l'activité. Idéalement, les classes Montessori sont des classes multi-âges parce que plus on a des classes d'âge mélangés et plus les enfants vont baigner dans de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils vont voir les plus grands faire, ils vont avoir envie de faire comme eux, ils vont apprendre en regardant, parce qu'on sait qu'avec les neurones miroirs, regarder faire fait travailler les mêmes zones de notre cerveau que si on le faisait nous-mêmes. Mais on peut très bien faire de la pédagogie Montessori avec un simple niveau. C'est juste un petit peu plus complexe parce que les enfants ont des mêmes besoins en même temps, alors que quand on est du multi-âge, les enfants ont des besoins beaucoup plus différents, beaucoup plus étalés dans l'année. Mais c'est tout à fait possible et c'est tout à fait bénéfique malgré tout. Et enfin, on va chercher que cet environnement, il permette non seulement l'autonomie matérielle,
aller chercher son activité, la faire, la ranger. Une autonomie intellectuelle, je choisis d'apprendre ça aujourd'hui, je vais au bout de mon activité, je m'investis, je fais de la métacognition sur ce que j'ai appris et je range. Mais carrément l'indépendance de l'enfant, c'est-à-dire que ce qu'on va aller chercher, c'est au-delà de l'autonomie, c'est vraiment que l'enfant soit en capacité de s'auto-gérer, de s'auto-réguler. Bien sûr, il aura besoin de nous à certains moments parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a la connaissance, mais qu'il vraiment il soit dans cette recherche-là de l'indépendance. Le quatrième pôle, c'est le pôle du matériel. Donc, le matériel, tout matériel de la pédagogie Montessori doit respecter un certain nombre de critères. Il doit permettre le développement de la concentration. Il doit être autocorrectif. Sans concentration, pas d'activité. Pas d'apprentissage non plus, c'est la base. Donc, vraiment, le matériel doit permettre ça. Il doit être autocorrectif pour permettre à l'enfant de se passer du regard validant de l'enseignant et qu'il soit en capacité de tout de suite s'auto-corriger et voir qu'en fait, faire des erreurs fait complètement partie de l'apprentissage, mais on va y revenir aussi. Un autre grand point, c'est l'autotélisme, c'est-à-dire que les activités doivent donner envie d'être faites pour elles-mêmes, pas pour faire plaisir à l'adulte, mais pour faire l'activité elle-même. Donc les activités, le matériel Montessori est toujours très beau, très attractif pour répondre à ce critère-là. Bien sûr, il doit permettre, vous avez compris, la manipulation et la répétition, on sait pourquoi. Il doit permettre aussi d'avoir des variantes, c'est-à-dire qu'une même activité égale plusieurs séances d'apprentissage. C'est-à-dire qu'avec un même matériel, on va utiliser pour faire plusieurs séances d'apprentissage. Une présentation, 2 présentations, 3 présentations, etc. Il y a des degrés, des paliers différents de présentation. Il doit aborder évidemment un seul concept à la fois. Le but, c'est vraiment même un concept de le sous-diviser en plein de petits paliers pour permettre à l'enfant d'assimiler, d'être en capacité d'assimiler chaque petit morceau de ce concept-là. Et enfin, il doit être en un seul exemplaire, à la fois pour ne pas qu'il y ait de comparaison et donc de compétition possible, et à la fois pour travailler la frustration, l'attente, qui sont des éléments obligatoires dans notre société. Donc voilà pour les concepts clés. On va aller voir très rapidement pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre en place cette pédagogie. Peut-être des questions. Marguerite, ouais. On peut peut-être intercaler une première question à ce stade-là, puisqu'il y a eu des questions sur le handicap et l'inclusion. Donc, cette pédagogie est-elle adaptée aux enfants à besoins spécifiques? Alors oui, c'est ce que j'ai dit assez rapidement sur le fait de l'inclusion. Donc bien sûr que c'est adapté aux enfants à besoins spécifiques parce qu'en fait, à la base, elle a été conçue pour les élèves à besoins particuliers, donc en fait pour les élèves qu'on appelait à l'époque déficients. Et c'est une pédagogie qui à la fois n'a pas besoin du verbal, puisqu'on la refait par imitation, donc les enfants qui n'ont pas accès au verbal, c'est pas un problème. Et elle permet la répétition, donc l'enfant peut aller avancer à son rythme, etc. Donc ça marche très bien pour les enfants à besoins particuliers. Et en plus, c'est une pédagogie où l'enseignant fait vraiment du cas par cas, de la personnalisation. Donc on a absolument, elle est même plutôt conçue à la base pour ça. Et elle marche très bien. Et elle marche aussi du coup pour les maîtreux, les personnels du RZ, pour faire de la remédiation. Merci Marguerite, je te laisse continuer. Alors, pourquoi mettre en place cette pédagogie? Alors, les raisons sont très simples et en même temps très universelles. D'abord, pour bâtir une société de paix, pour une société plus égalitaire, pour que chaque enfant puisse avoir accès à ce genre de pédagogie et qu'elle ne reste pas simplement pour les élites. Pour le respect du développement global de l'enfant, c'est-à-dire qu'on va vraiment aborder l'enfant dans sa globalité, pas que dans son aspect cognitif. Pour nous, en tant qu'enseignants, pour le bonheur d'enseigner, parce que vous verrez qu'en mettant en place cette pédagogie, les yeux des enfants pétillent, ils ont toujours envie d'apprendre. Il y a vraiment un élan qui se crée, une micro-société qui est vraiment très agréable à vivre et c'est beaucoup moins de fatigue, etc. Et pour faire le lien avec les découvertes des neurosciences, donc pour être un petit peu au clair sur ce qui se passe réellement dans la façon d'apprendre des enfants d'aujourd'hui. Enfin, des enfants tout court, mais du coup de ceux d'aujourd'hui aussi. Ce qui fait qu'en tant qu'enseignant, quand on met en place cette pédagogie, on n'a plus la peur de l'hétérogénéité, au contraire, on va même aller la chercher. On n'a plus la didactique à s'occuper, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce temps de préparation de classe, ces longues soirées ou ces longs week-ends qu'on passe à concevoir des séquences d'apprentissage. En tout cas, pour tout ce qui va être en lien avec la pédagogie Montessori, le travail didactique est déjà fait, je vais y revenir. Et on a beaucoup moins de fatigue parce qu'on n'a plus à tirer le groupe classe,
c'est-à-dire à vraiment essayer que tout le monde avance en même temps, faire avancer ceux qui ont le plus de difficultés, ralentir ceux qui vont trop vite. Et ben là, cette fatigue-là, on l'a plus du tout puisqu'on fait de la personnalisation. Pourquoi, du coup, hybrider, hein, c'est ce que je vous ai dit en tout début, c'est-à-dire que cette pédagogie Montessori, on est obligé de l'adapter au programme de l'éducation nationale pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle ne couvre pas l'ensemble du programme. Donc, il y a des domaines qu'elle ne couvre pas, comme la motricité, comme la littérature jeunesse, comme la résolution de problèmes. Donc, on va être obligé de mettre en place une forme hybride. Donc, c'est ma spécialisation, ma spécialité que je vous propose aujourd'hui et que je propose aussi dans mes formations. C'est aussi pour faire le lien avec les classes suivantes, c'est-à-dire pour ne pas mettre sous cloche ces enfants-là qui auraient vécu que du Montessori pendant 3 ans et qui après, tant pis pour eux, ils doivent s'adapter à ce qu'ils verront ensuite. Donc non, c'est pour les préparer à plusieurs modèles, plusieurs dispositifs éducatifs. Et c'est aussi pour être en lien avec les recherches de Dominique Bucheton, qui est une chercheuse en sciences de l'éducation et qui explique que pour qu'un enfant soit en capacité de réussir, il a besoin de maîtriser 5 postures différentes. Donc, la posture première, la posture scolaire, la posture secondaire, la posture ludo-créative et la posture de refus. Et que lorsqu'il maîtrise ces 5 postures-là, alors il est en capacité de réussir parce qu'il va pouvoir changer de posture en fonction du moment et de la résolution de l'apprentissage qu'il a en face de lui. Et pour ça, il est nécessaire que l'adulte change aussi sa posture et maîtrise différentes postures. Donc, on va changer les dispositifs au fil de la journée pour permettre à l'enfant d'être en lien avec différents types d'enseignements. Vous retrouvez tous ces… Là, je vais très vite, hein, mais vous retrouvez tout ça plus en détail dans l'ouvrage. Il y a les pages qui ont été indiquées en bas du diaporama pour vous permettre de vous repérer plus facilement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse hybridation à la pédagogie Montessori? C'est vraiment le fait de, à la fois, faire des temps d'enseignement plus traditionnels, avec des temps de travail collectif, des temps de travail en petits groupes, et en même temps, de rester dans cette philosophie, dans ces grands principes de la pédagogie Montessori, avec des temps importants de personnalisation des apprentissages et le respect des programmes de l'éducation nationale. Donc, on voit que ça diffère de la pédagogie Montessori traditionnelle, ça diffère aussi de la pédagogie dite classique, hein, voilà, et également de la pédagogie avec des ateliers de manipulation autonome. C'est encore une autre manière d'enseigner. Donc, on va voir tout de suite de quoi il en retourne. Donc, comment mettre en place cette hybridation Montessori, cette personnalisation des apprentissages dans sa classe? Concrètement, ça veut dire qu'on va faire un mix, une hybridation, hein, c'est quand on mixe différents types de pédagogie, tant didactique que pédagogique. Donc, dans le didactique, on va garder des choses de Montessori, mais aussi des choses du traditionnel, et dans le pédagogique, de la même façon. Donc, dans les grands aspects didactiques, bien sûr, on va aménager sa classe par domaine d'activité parce que notre but, ça va être l'explicitation. On va utiliser le matériel de manipulation de la pédagogie Montessori. On va faire une place à la répétition et une place à l'erreur qui vont être vraiment très importantes. La place de l'erreur, c'est quelque chose de capital dans la pédagogie Montessori. Et on va mettre explicitement en place la progression des apprentissages, donc la progressivité, pour que l'enfant puisse tout seul se repérer, savoir faire du tissage, savoir ce qu'il a fait avant et savoir ce qui va venir après. Donc ça, c'est vraiment des grands éléments didactiques qu'on va garder puisque tout a été pensé, tout a été réfléchi et tout est extrêmement efficace. Donc, on ne va surtout pas se priver de ces outils-là. Ce qu'on va ajouter, ce qu'on va garder du traditionnel, c'est le suivi et les évaluations des élèves parce qu'on doit garder des traces, on doit rendre des comptes. C'est le fait de couvrir l'ensemble des domaines. Donc, on va avoir des temps de motricité, on va avoir des temps de culture générale, on va avoir des temps de résolution de problèmes, de littérature jeunesse, etc. Et c'est le lien avec les classes suivantes. C'est ce que j'ai dit juste avant. Au niveau pédagogique, donc dans sa mise en place, on va être vraiment dans cette bienveillance et cet accompagnement de l'enfant, quelle que soit en fait la forme qu'on va mettre en place. On va être dans la personnalisation, donc dans la leçon personnalisée pour chaque enfant. On va laisser les enfants être acteurs de leurs apprentissages, donc c'est-à-dire on va être présent quand ils en ont besoin, mais absent quand ils n'ont pas besoin de nous. Et on va leur laisser du temps d'assimilation pour vraiment les accompagner au mieux dans leur estime de lui-même, dans leur construction et surtout faire qu'en fait, il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup de temps pour assimiler les bases pour ensuite aller extrêmement vite sur le reste. Par contre, on va mettre en place l'alternance de différents dispositifs dans la journée, donc ce que je vous disais, des temps collectifs, des temps de groupe
et des temps personnalisés. Pour que vous vous rendiez un peu plus compte et avant que j'aille plus en détail, je vous propose une petite extrait vidéo. Donc cette vidéo, elle a été prise dans ma classe en 2014, donc il y a bientôt 10 ans, par Mathilde Cyr, une réalisatrice. Et donc, vous avez pu voir là au début comment on envoie, on lance les activités personnalisées. Les enfants ensuite vont choisir une activité parmi celles qui leur a déjà été présentée et vont se mettre au travail. Et c'est en manipulant, en faisant l'activité, qu'en fait, ils vont être en capacité de développer cet apprentissage, de l'assimiler par l'expérience, par le concret. Le développement de la concentration est un élément vraiment principal dans cette pédagogie. Donc, il y a différents domaines dans la pédagogie Montessori. Il y a la vie pratique, le développement sensoriel, le langage, les mathématiques, explorer le monde, l'art, etc. On voit que chaque enfant fait une activité différente. Là, vous avez une leçon en 3 temps, donc c'est une leçon conceptionnelle personnalisée différente. Et l'enfant qui est là a des troubles autistiques. On voit que lorsque l'enseignant se présente, les autres élèves, eux, sont dans leur propre activité. Lorsqu'un enfant réalise une activité, les autres sont tout à fait autorisés à venir observer tant qu'ils ne viennent pas le déranger. Donc, ils n'ont pas le droit de toucher le matériel, mais ils ont le droit d'observer ce qu'il fait, parce qu'on sait que ça développe les neurones motrices. Donc, cette activité-là, par exemple, se fait à deux enfants, avec un rôle différent chacun. Donc là, on peut voir le rôle de l'autocorrection, le fait que l'enfant peut tout seul, immédiatement, vérifier si sa perception est bonne et l'adapter en fonction. Là, on voit la confiance en l'enfant, le fait qu'il doit lui-même faire attention, se responsabiliser, s'autodiscipliner, parce que tout de suite, le matériel va révéler ses erreurs. S'il n'est pas concentré, qu'il fait tomber, ça va casser. Et donc, il a tout de suite la validation de sa concentration. Donc là, on voit une coopération entre une grande section et une petite section. On voit la posture, aidante, mais pas faire à côté, accompagner. Pas faire à côté. Lorsqu'on fait une présentation, donc une leçon personnalisée à l'enfant, ensuite, on lui refait faire cette activité devant notre regard bienveillant, notre regard soutenu, c'est ce qu'on appelle l'épayage. Donc, on lui permet de le refaire devant nous pour qu'ensuite il puisse le refaire lui tout seul, sans notre aide, puisqu'il aura déjà pu le faire une fois sous notre regard bienveillant. Donc, vous remarquez
fabriqué des petits tapis dans la classe parce qu'en fait, il y a des bureaux amovibles, en fait, à l'aide de tapis, des bureaux éphémères qui délimitent l'espace pour l'enfant et qui lui permettent en fait de moduler l'espace classe, de la rendre plus fluide et de permettre les mouvements. Donc là, on a une leçon sur du vocabulaire pour cet enfant qui est arrivé en moyenne section et qui avait été gardé que par sa mère jusque-là, qui avait un petit retard entre guillemets de vocabulaire. Donc on fait des leçons de vocabulaire et comme à chaque présentation, on a du public toujours. Elles sont là, elles peuvent regarder, mais elles ne peuvent pas faire puisque c'est la présentation de Kylian et de personne d'autre. Et par contre, pour nous, c'est un gain de temps parce qu'ensuite, quand elles auront, elles, cette présentation, eh bien, elles sauront déjà quasiment la faire toutes seules. Donc, on voit le niveau de concentration de l'enfant hein, la caméraman est tout près d'elle, mais elle est imperturbable, elle est complètement dans son activité. Ce qui signifie que cette activité nourrit son développement, son besoin à son développement. Donc voilà pour cet extrait vidéo qui, j'espère, vous permet de vous rendre un petit peu compte de comment ça se passe dans une classe. Donc là, il y avait un triple niveau, hein, des petites sections, des moyennes sections, des grandes sections. C'était la première année où j'avais les 3 niveaux dans la classe. Et ça permet vraiment un fonctionnement harmonieux sans devoir hausser le ton, puisqu'on parle à voix basse dans la classe, sans agitation, sans groupe à maîtriser, sans tout le groupe qu'on va laisser en autonomie qui va venir perturber notre séance d'apprentissage ou d'enseignement, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet un apaisement, en fait, pour l'enseignant et pour l'ensemble de la classe, vraiment une atmosphère différente. Donc, je vais reprendre la main sur la suite du diaporama parce qu'on a encore pas mal de choses à voir et peu de temps. Donc, en attendant que la diapo suivante fonctionne, je vais pouvoir vous dire l'emploi du temps, parce que je crois que c'est la diapo suivante. Alors, au niveau de l'emploi du temps, en tout cas, même si ce n'est pas la diapo suivante, ce n'est pas très grave, on va vraiment être dans l'alternance de différents temps, donc des temps de travail en collectif, des temps de travail en petits groupes et des plages horaires dédiées à la pédagogie Montessori, donc dédiées à la personnalisation des apprentissages. Moi, à titre d'exemple, dans ma classe, j'ai 2 fois 1 heure. Et en 2 fois 1 heure par jour, je suis en capacité de couvrir l'ensemble du programme de l'éducation nationale pour permettre d'aborder l'ensemble des compétences et des connaissances attendues en fin de cycle 1. Donc voilà. Je ne sais pas si vous pouvez vous passer la diapo suivante parce que de mon côté, ça ne marche pas. Donc pour l'emploi du temps, voilà ce que ça donne. Sinon, pour l'aménagement de la classe, voilà, ça y est, on y est. Donc voilà, on va avoir un emploi du temps, hein, c'est ce que je vous ai dit. L'aménagement de la classe par aire, on va tout de suite voir ce que ça donne en image. On va voir aussi ce que c'est qu'une présentation personnalisée, donc avec un seul élève à la fois, parfois plusieurs, mais avec des rôles différents. On va voir les suivis et l'évaluation hein, qu'on peut retrouver dans le guide et le démarrage, ce qui va quand même possiblement vous intéresser. Voilà. Alors, le fonctionnement d'une classe Montessori, c'est un fonctionnement en 3 pôles, le pôle enseignant, le pôle élève et le pôle environnement. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. L'environnement préparé va permettre d'être en lien direct avec l'enfant sans la présence de l'adulte, ce qui va rendre l'enfant acteur de ses apprentissages et lui permettre de développer son autonomie. Le pôle
l'enseignant va vraiment permettre, en interaction avec l'enfant, de développer son estime de lui-même par la personnalisation des apprentissages. Plus de concurrence, plus de compétition avec les autres, mais vraiment s'ancrer et se développer soi-même. Et le lien entre l'enseignant et l'environnement préparé va nous obliger, nous contraindre en fait à être dans une qualité d'enseignement avec beaucoup d'adaptation et beaucoup d'anticipation. Et ces trois pôles réunis vont vraiment permettre une explosion des potentialités de l'enfant. Donc concrètement, au niveau de la préparation de classe, vous voyez que vous allez toujours avoir une programmation de cycle 1 à faire, bon, qui est faite dans certains de mes ouvrages, avec une progression par cycle, avec une programmation, soit si vous avez que des petites sections, que pour les petites sections, que pour les moyennes sections, que pour les grandes sections, soit pour l'ensemble du cycle. Et vous allez avoir des plans de séquences et des séances qui vont être déjà faites. Donc, vous n'avez plus du tout à être dans un travail de préparation des plans de séquences et des séances, puisque chaque activité égale plusieurs séances d'apprentissage. Par contre, une séance d'apprentissage n'utilise qu'un seul matériel. Le travail de l'enseignant, lui, ça va vraiment être, ce que je vous expliquais au démarrage, d'être dans l'observation, dans ce regard scientifique. On observe, on fait une hypothèse, on propose une activité. Si elle est acceptée, on lui présente, on voit s'il y a un intérêt de l'enfant. S'il y a un intérêt, il y a un apprentissage. Si c'est refusé, ça veut dire qu'on n'a pas fait une bonne hypothèse. On modifie notre hypothèse et on recommence le protocole. Si l'activité, on la présente, mais il n'y a pas d'intérêt de l'enfant, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'apprentissage. Donc, on retourne à une nouvelle hypothèse et on va soit faire quelque chose de plus facile, proposer une activité plus facile, une activité plus difficile ou une activité d'un tout autre champ d'intérêt. Donc, une autre période sensible. Au niveau de l'emploi du temps, c'est ce que je vous expliquais, hein, donc avec des plages horaires très spécifiques, des temps différents. Donc en orange, là, vous voyez les temps d'activité par petits groupes. En violet, vous voyez les temps collectifs. Et en bleu, donc 2 fois 1 heure, 1h15, je crois. Non, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, en activité personnalisée, donc en Montessori, qui permet de couvrir l'ensemble des apprentissages nécessaires. Donc tout ça, vous le retrouvez dans le livre, avec par exemple un exemple d'aménagement de la classe, avec vraiment des domaines d'activité sectorisés qui permettent à l'enseignant, à l'enfant, lui, de se repérer, de savoir ce qu'il travaille, à l'enseignant d'avoir des indices au moment de son observation sur quel est le centre d'intérêt de l'enfant à ce moment-là. Et ça permet de répartir aussi les enfants dans l'espace, puisque tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins en même temps. Du coup, ils se répartissent davantage dans l'espace. Vous avez donc encore un coin regroupement, des petites tables pour les groupes et un nombre important de tables individuelles ou de tapis pour permettre les activités individuelles et personnalisées. Voilà concrètement ce que ça peut donner en images. Donc tout le monde me fait une réflexion en me disant oui, mais la classe est grande. Donc la classe est assez grande, mais pas très grande. Elle fait 60 mètres carrés, mais elle est par contre très épurée, ce qui permet vraiment ces déplacements et ce mouvement. Mais c'est vraiment une question de rangement. La classe de ma collègue d'à côté est aussi grande, mais en traditionnel, donc avec des bancs, etc. Et ça paraît beaucoup moins grand. Pour faire un focus, vous avez des différentes étagères, des différents domaines. Là, vous avez l'étagère de vie pratique. Vous avez ensuite l'étagère de développement sensoriel. Donc, vie pratique, c'est explorer le monde hein, dans les programmes de l'éducation nationale. Développement sensoriel, ça va être forme et grandeur en mathématiques. Ensuite, vous avez des étagères forcément qui vont être uniquement à hauteur d'enfant, puisque toutes les activités vont être rangées de gauche à droite et de haut en bas. Là, c'est l'étagère d'explorer le monde, l'étagère de mathématiques, plutôt numération, et l'étagère de langage. Donc voilà le nombre d'activités qu'on peut avoir dans une classe avec du matériel spécifique et en même temps du matériel qu'on peut construire soi-même et du matériel qu'on peut acheter également aux éditions Nathan. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une présentation? C'est donc une leçon personnalisée. C'est une leçon personnalisée qui va être ciblée sur la zone proximale de développement, qui va être également en rapport avec la période sensible de l'enfant, qui va être souhaitée ou acceptée par l'enfant, c'est-à-dire que vraiment, on va
avoir son adhésion parce que ça permet l'implication et ça va être vraiment un moment privilégié avec l'adulte, un moment privilégié que pour lui. Donc, les autres sont en activité pendant ce temps-là. Comme on l'a vu, elle peut être majoritairement, elle est individuelle, mais elle peut être à plusieurs. Ensuite, elle est extrêmement préparée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas improviser. Donc, vous allez devoir vous entraîner hors de la présence de l'enfant pour n'avoir aucun geste et aucune parole qui va venir perturber cet apprentissage. Donc, c'est des choses qu'on doit s'entraîner en avance. Pour ça, dans chaque boîte d'activité, vous avez un livret pédagogique d'accompagnement qui vous permet vraiment de savoir comment faire. Toujours, ça commence à l'étagère et ça se termine à l'étagère. Et ça, c'est primordial parce que ça permet à l'enfant d'être en totale autonomie ensuite. L'autre point, c'est que ces leçons, elles ont toujours un objectif. Elles ont effectivement un objectif d'apprentissage, mais elles vont avoir un objectif plus global de développement de l'enfant avec des buts directs et des buts indirects. Il y a énormément de buts directs et énormément de buts indirects, c'est-à-dire que toute activité va préparer les suivantes. Du coup, elles sont progressives, c'est-à-dire que pour une même activité, vous allez avoir quelque chose qui va devoir être fait avant. Ça s'inscrit dans une séquence d'apprentissage, dans un plan de séquence, dans une séquence, un déroulé. Donc, il y a un début, il y a des activités à faire avant, puis cette activité, puis des activités qui vont venir après. Mais au sein même de cette activité, il va y avoir des variantes pour pouvoir faire plusieurs séances d'apprentissage avec un même matériel. Donc, pourquoi ça fonctionne ? Ça, c'est un petit peu la conclusion. C'est parce que ça fonctionne parce que les enfants sont passionnés. Vu qu'on nourrit leur apprentissage, vu qu'on nourrit leur développement, ils vont vraiment être autonomes, acteurs de leur apprentissage. Et en fait, ils vont être sans cesse en demande pour progresser, pour apprendre davantage. Et souvent, vous n'avez que à donner les clés d'apprentissage au moment le plus opportun pour être efficace et efficient. Concrètement, ça veut dire que vous allez être beaucoup plus reposé parce que vous allez pouvoir vous centrer que sur la pédagogie et non plus sur l'enseignement. Vous allez arrêter d'être dans la préparation d'un enseignement qui vous prend beaucoup de temps pour un tout petit apprentissage, mais vous allez être dans comment je mets en jeu cet apprentissage-là pour qu'il soit assimilé par l'enfant. Et en fait, ça change tout parce que du coup, les enfants sont en train d'apprendre beaucoup plus pour beaucoup moins de temps de préparation de votre part. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Ensuite, les concepts et les activités sont créés de façon tellement perspicace, fine et élaborée depuis, étalonnée depuis plus de 100 ans, que c'est des bases extrêmement solides d'apprentissage. Donc, les enfants vraiment vont progresser avec des acquis qui vont leur durer sur toute leur scolarité et même beaucoup plus tard. Et un autre grand avantage, et ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment une synergie, une ambiance de travail qui est très sereine, où les enfants sont dans le partage, dans l'échange, dans la métacognition. Et ça permet une dynamique qui va bien au-delà de ce qu'on peut faire seul en tant qu'enseignant. On est tous en fait moteurs dans cette classe pour permettre les apprentissages. Voilà ma présentation, c'était rapide, c'est un début puisque il y aura plusieurs webinaires de ce genre pour vous accompagner tout au long de l'année. On va répondre à quelques questions. Merci beaucoup Marguerite pour cette présentation. C'était en effet passionnant et du coup trop court pour nous, on t'écouterait bien pendant des heures. Mais le temps était compté, donc on a un tout petit temps il ne reste plus beaucoup de temps pour les questions-réponses, mais on va quand même répondre à quelques questions. Donc, je pense qu'il y a une grande partie des questions pour lesquelles vous avez trouvé les réponses pendant le webinaire. Une première question qui concerne tout le monde, parce que en effet, tout le monde est sensibilisé par le sujet. Il s'agit du budget. Donc, c'est comment démarrer avec peu de budget. Alors oui, pour démarrer avec peu de budget, moi ça a été mon cas. Dans l'éducation nationale, on n'a pas des grands budgets, mais dans le privé sous contrat non plus, privé hors contrat non plus généralement. Donc le budget, c'est vraiment le nerf de la guerre. On peut commencer en achetant son matériel année après année. Donc, on commence, on n'a pas beaucoup de matériel et on va mettre en place des plateaux d'activité en respectant les critères qu'on a vus tout à l'heure, en utilisant du matériel, donc du matériel qu'on a dans nos classes déjà présent. Donc, souvent, on a beaucoup de matériel natant dans nos classes et en fait, en le transformant en un matériel unique, en un seul exemplaire et autocorrectif. Donc, on peut commencer comme ça et petit à petit, d'année en année, en fait, on va s'enrichir de matériel
spécifique Montessori, puisqu'il est quand même conçu pour et efficace dans sa progressivité. Mais voilà, on peut chaque année mettre son budget. Moi, j'ai fait ça. Hein, j'ai commencé par mon budget de 500 €, et puis l'année d'après 500 €, etc. Et en 3-4 ans, on a l'ensemble du matériel nécessaire. On peut aussi organiser des temps spécifiques, comme pour un voyage scolaire, donc voilà, une vente de pogne, une vente de bulbes pour acheter du matériel pédagogique. Ça fonctionne très bien et je l'ai aussi mis en place dans ma classe. Merci. D'autres questions? Alors, il y a une question aussi récurrente qui concerne le démarrage. Comment démarrer dans ma classe? Alors ouais, ça c'est une grande question. Alors comment démarrer dans sa classe? Il y a plusieurs façons de démarrer. La première façon de démarrer, c'est en ne mettant… Alors déjà, il faut avoir aménagé sa classe, il faut avoir créé ses plateaux en amont, pendant les vacances. Et ensuite, vous avez les étagères. Donc soit là, vous décidez de mettre l'ensemble du matériel Montessori sur vos étagères par progressivité. Quand les enfants arrivent, vous faites une barrière de votre corps pour pas qu'ils se jettent sur ce matériel autotélique qui leur donne tant envie. Et vous allez vraiment être là pour présenter le matériel un par un. Il faut savoir que dans la pédagogie Montessori, il y a avant toute présentation ce qu'on appelle des exercices préalables. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est les exercices qui permettent de mettre en place les règles de fonctionnement de la classe. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez mettre dans votre classe, sur les tapis, sur les tables de regroupement, etc., des activités dites de délestage, la pâte à modeler, les puzzles, les clipots, les Lego, les Colorado, voilà, tout ce que les enfants peuvent faire sans votre présence. Et vous allez prendre chaque élève individuellement pour commencer à lui présenter des activités. Une fois que chaque élève a 3 présentations pour lui, alors vous allez être en capacité d'enlever le matériel de délestage et de rentrer complètement en fonctionnement Montessori. Ça, c'est une première façon de commencer. Une deuxième façon, c'est celle que moi j'ai choisie. Une deuxième façon de commencer que j'ai vu faire aussi, c'est d'avoir son matériel Montessori, d'avoir aussi une autre étagère, une étagère avec du matériel plus classique, mais en un seul exemplaire, comme quand on commence dans cette pédagogie-là, et de permettre aux enfants en fait de commencer à apprendre à aller prendre son activité, la faire et la ranger sans avoir besoin de présentation, pour que vous, pendant qu'ils font ça, vous puissiez commencer à faire vos présentations sur le matériel Montessori. C'est une deuxième façon de commencer. Et la troisième façon de commencer, c'est vous ne mettez aucun matériel Montessori sur vos étagères et vous mettez que des activités de délestage dans la classe et vous allez présenter un matériel à chaque enfant, puis le poser sur l'étagère, etc., etc. Cette manière de faire est une manière plus douce, plus lente. On a moins besoin de freiner les enfants, mais du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Et voilà, ça va être au cas par cas en fonction de vous, ce que vous avez envie de mettre en place, comment vous avez envie de le mettre en place, du matériel dont vous disposez. Voilà. Toutes ces façons de démarrer sont aussi dans le livre. Oui, une dernière question. Que font les autres enfants pendant que je fais une présentation personnalisée? Alors ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne conçoit absolument pas quand on est enseignant, que les enfants puissent travailler sans l'enseignant. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne conçoit pas. Alors oui, tout à fait. Pendant que l'on fait une présentation à un élève, les autres élèves sont en train d'apprendre eux-mêmes avec le matériel. Donc en fait, c'est vraiment ce changement de fonctionnement qui fait que les enfants sont autonomes et sont en train d'apprendre, sont en train de travailler sans notre regard. Et au départ, c'est très déstabilisant pour l'enseignant parce qu'on ne sait pas vraiment comment… est-ce qu'on peut leur faire vraiment confiance? Est-ce qu'ils vont pas faire n'importe quoi? Est-ce qu'ils vont pas détourner le matériel? Est-ce qu'ils vont vraiment apprendre, etc. Et en fait, quand on a trouvé, c'est notre responsabilité d'enseignant, quand nous, on a trouvé la présentation qui nourrit leur développement, qui est donc efficace et efficiente, alors là, ils sont complètement absorbés par leur apprentissage et là, il n'y a aucun problème de détournement de matériel, etc. Et donc, ils sont tous en train d'apprendre et on a largement le temps pour faire des présentations à chacun, personnellement, individuellement. On va prendre pas beaucoup de temps pour les élèves qui en ont pas besoin et on va prendre beaucoup de temps pour les élèves qui en ont plus besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant comme technique et comme pratique.
La seule chose que je voulais préciser, c'est que c'est pas l'objectif, ça va pas être de gommer tout ce que vous savez faire en tant qu'enseignant. Toutes vos pratiques, toutes vos connaissances, toutes vos postures, il faut les garder parce qu'on en a besoin pour les autres temps d'apprentissage. C'est juste que vous allez venir ajouter une posture, ajouter une pratique et donc ajouter un développement pour l'enfant. En plus, c'est une carte de plus dans votre développement professionnel, mais ça ne vient pas tout effacer. On ne repart pas de zéro. Voilà. Et là, quel timing parfait. Merci beaucoup Marguerite pour cette présentation. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons qu'il a répondu à toutes vos attentes. Et comme je le disais au début, vous retrouvez ce webinaire en replay dès demain, vous recevrez un lien. Les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, on devrait préparer une foire aux questions pour répondre aux questions qui n'ont pas eu de réponse. Et si ce sujet vous a intéressé, on vous donne rendez-vous en novembre, la date sera précisée plus tard, pour un second webinaire, toujours avec Marguerite, sur le fonctionnement de la classe, Montessori bien sûr. Alors encore un grand merci, bon après-midi et à bientôt. Merci à vous. À bientôt.